Bonjour à tous, je suis Laurent Magne, donc j'ai l'honneur de remplacer Philippe Huette, qui est le directeur des risques et de l'audit du groupe EDF et qui n'a pas pu être présent là ce soir. Et donc moi-même, je suis en charge de cartographie des risques et contrôle interne, donc des outils de gestion globale des risques pour l'ensemble du groupe EDF. Et c'est de ça que je vais vous parler. Donc ça va être une présentation assez complémentaire de celle qui vient de vous être faite. Parce que je ne vais pas l'axer sur la nécessité d'avoir des systèmes de management de la sécurité en appui à la performance. Et je partage énormément de points, de diagnostics et de convictions que dont Jean-Marc Leroy vous a fait part. Et je vais plutôt rentrer par la notion de gestion globale des risques, oui, pour gérer finalement quoi? Des compromis. Et donc c'est là-dessus que je vais axer mon intervention. Alors 2 mots sur le groupe EDF. Je ne vais pas le décrire, mais simplement pour dire qu'on ait bien conscience des grandes transformations qui ont été menées depuis 10 ou 20, ces 20 dernières années. Les années 60 à 90, c'est le monopole de services publics et c'est l'aventure industrielle, hydraulique, nucléaire, système de transport et de distribution. Et tout ça dans le cadre donc du monopole. Et puis après, depuis les années 90, on est dans une phase d'ouverture. Alors, ouverture à la concurrence, ouverture du capital, ouverture à l'international, parce qu'aujourd'hui, EDF, c'est à peu près 40-45% de son chiffre d'affaires à l'international. Et puis aussi ouverture aux parties prenantes, au sens où les décisions qui pouvaient se prendre de façon un peu technique ou technocratique auparavant, aujourd'hui, ne se prennent plus du tout de cette façon-là. Donc on est dans une grande phase d'ouverture et associé à cette grande phase d'ouverture, on s'est aperçu qu'il ne suffisait plus de gérer les risques un par un en quelque sorte. Dire j'ai le risque technique, j'ai le risque financier et je gère dans mon coin avec mes méthodes. Non, il faut avoir des méthodes plus globales et c'est ça qu'on a voulu mettre en place. Alors, je voudrais revenir sur la notion de compromis et puis commencer par un ou deux exemples personnels et puis un exemple un peu plus globaux après. Premier exemple personnel, lorsque j'ai d'abord été chercheur dans le domaine des études probabilistes de sûreté, donc je faisais des calculs de risques. On a beaucoup parlé d'exposants aujourd'hui, on a parlé de 10-6, 10-7, mais voilà, je baignais là-dedans. Et après, je suis allé à la direction de la production nucléaire comme analyste de sûreté, d'un département sûreté nucléaire, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et presque 2 jours, enfin le jour même de mon arrivée, j'ai eu à traiter un sujet. Il y avait sur une centrale nucléaire une vanne fuitarde qu'il fallait réparer. Et donc la question qui m'était posée, c'était un avis sûreté sur est-ce qu'il faut réparer en arrêtant complètement la tranche, ce qui fait plusieurs jours d'arrêt, parce que l'arrêt, le redémarrage, c'est très long, plusieurs jours d'arrêt, donc plusieurs jours de perte de production. Ou alors est-ce qu'on pouvait faire un arrêt plus léger, en restant en pression, et en faisant la réparation en pression. Et la question qui m'était posée, c'est un avis sûreté. Alors moi, j'avais des études probabilistes de sûreté, je fais mes études et je vois que l'impact sur la sûreté de faire la réparation en pression est extrêmement négligeable. Donc ma réponse, sans doute, oui. Là, j'apprends, parce que je découvrais le métier, que en fait, la réponse que je vais faire, la préconisation de la sûreté, sera probablement la stratégie choisie à la fin. Parce que la sûreté est prédominante, c'est safety first. Donc si la sûreté dit oui, on fait. Si la sûreté dit non, on ne fait pas. Donc du coup, j'appelle la centrale, essayer de comprendre le contexte. Et donc ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une vanne fuitarde qu'on pouvait réparer et que du coup, il restait un seul isolement pour la personne qui allait réparer. Donc faire en pression, c'était la réparation en pression. L'intervenant aurait réparé avec un simple isolement qui lui permettait de faire face à, de l'autre côté, je ne sais pas combien de tonnes de liquide chaud, à peu près 180 degrés, 20 bars. Donc, une vanne fuitarde, sachant qu'on ne savait pas quel était l'état de l'autre.
Donc je me suis dit que derrière la problématique sûreté, il y avait aussi une problématique sécurité. Donc j'ai demandé, il y aura aussi un avis sécurité, je suppose. La réponse a été, c'est pas sûr, et de toute façon, l'avis sûreté sera prédominant. Bon, donc, après discussion avec ma hiérarchie, on a choisi, malgré un avis sûreté qui aurait été favorable à faire la réparation le plus rapidement possible, de préconiser de ne pas faire la réparation comme ça et d'arrêter complètement. Voilà. C'était ma première expérience d'analyse un peu opérationnelle de sûreté et où j'ai vu de près qu'il n'y avait pas d'analyse de sûreté sans compromis. Et que là, il y avait un compromis. Alors, il y a évidemment production, sûreté, mais aussi sécurité. Et que donc là, le compromis majeur, c'était sûreté-sécurité. Voilà, c'était un premier exemple. Deuxième exemple, qui est un exemple très quotidien d'exploitation. Vous avez une panne. Les spécifications techniques d'exploitation vous disent, derrière cette panne, il faut arrêter la centrale. Vous pouvez demander de regarder de plus près pour essayer de faire des réparations moins onéreuses. Et souvent, on arrive à trouver des compromis en disant je peux faire la réparation plus vite, alors en souhaitant qu'il n'y ait pas de problème de sécurité, mais je peux faire la réparation plus vite à condition de prendre un certain nombre de précautions complémentaires qui vont compenser le fait que je ne suis pas tout à fait la spécification technique d'exploitation. Donc on est là dans des demandes de dérogation qu'on essaye de justifier au mieux possible. Parfois c'est accepté, parfois c'est pas accepté par l'autorité de sûreté. Et on est dans un jeu assez permanent de recherche de compromis dans un débat entre l'exploitant et l'autorité de sûreté. Troisième exemple, là, je change de domaine. Exploiter une centrale nucléaire, ça nécessite d'utiliser des produits qui vont prévenir un risque, par exemple, d'avoir des amibes ou des légionelles dans les fleuves. Donc, parce que vous savez, on a des aéroréfrigérants qui font chauffer un peu l'eau, et donc ça peut permettre de cultiver ces micro-organismes. Donc pour ça, on utilise des produits. Un produit couramment utilisé, c'est la monochloramine. On n'a pas trouvé mieux. Simplement, la monochloramine, c'est un produit qui a des effets qui peuvent être aussi considérés comme toxiques. Et il y a des règlements qui se mettent en place. Le règlement REACH, la directive biocide, la directive cadre sur l'eau. Et il y a donc l'alternative qu'on a, elle n'est pas au niveau du compromis d'exploitation. Parce que si on n'a pas le droit d'utiliser la monochloramine, on arrêtera les tranches. Donc ça veut dire que quand il fait le plus chaud, on sera amené à arrêter les tranches. Il n'y a pas de compromis à ce niveau-là parce que la réglementation, on doit la respecter. En revanche, le compromis va se jouer plus en amont. C'est-à-dire qu'au moment où la réglementation se met en place, on essaye de discuter pour essayer de trouver les meilleurs seuils, les meilleures utilisations possibles. Donc là, les acteurs sont multiples, les acteurs prescripteurs, l'autorité de sûreté nucléaire, les ministères, les diverses commissions, les divers commissaires européens, et de façon générale, on essaye là de trouver les meilleurs compromis pour que la réglementation à la fin soit acceptable pour tous, prévienne d'une part le risque initial qui est quand même d'éviter qu'il y ait des micro-organismes et utilise au mieux possible les choses. Dernier exemple, après je reviendrai sur les questions de gestion globale, la sûreté hydraulique. La sûreté hydraulique, quand on a conçu des barrages, on en se disant le risque majeur, c'est la rupture du barrage. Et donc la sûreté hydraulique, ancrée dans les hydrauliciens, c'est prévenir la rupture du barrage. Ou du moins, c'était la vision qu'on en avait jusqu'aux années 90. Parce qu'en années 90, on a eu un réveil tragique qui nous a dit la sûreté hydraulique, c'est bien sûr ça, mais c'est pas que ça, et c'est probablement surtout pas ça. Surtout pas que ça. Il y a eu une institutrice qui se promenait avec des enfants dans le lit du Drac, et d'une simple ouverture de vanne a créé un accident tragique. Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, la sûreté hydraulique, au-delà de l'exigence de sécurité des barrages, c'est surtout un compromis entre les diverses utilisations de l'eau, les pêcheurs, les touristes, les promeneurs, diverses associations, diverses parties prenantes, et évidemment des règles de sécurité qui font que ce compromis doit trouver de bonnes solutions pour être géré et dans lequel EDF ne doit plus se comporter comme le seul propriétaire des lieux, mais comme quelqu'un qui est un utilisateur parmi d'autres, qui provoque des risques aussi et qui du coup doit avoir des systèmes de gestion de risques parfaitement adaptés. Donc voilà, c'est 4 exemples pour vous montrer qu'à partir du moment où on parle de risque, de sécurité,
eh bien, la question de compromis, elle est toujours présente. Alors, je rebondis sur une chose dont René Amalberti a parlé ce matin. En fait, ce compromis, il doit être reconnu. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'intervention de René Amalberti consistait à dire le fait qu'on gère des compromis ne doit pas être un tabou, ça doit être reconnu. Alors, à EDF, je ne suis pas sûr qu'on le reconnaisse partout, tout le temps, mais donc je ne veux pas crier cocorico, mais quand même, il y a une ou deux décisions prises qui montrent que depuis les années 90, c'est quand même des choses qu'on reconnaît de plus en plus. Un exemple, dans le nucléaire, on séparait, jusqu'au début des années 90, le chef de car, qui était dans une centrale nucléaire responsable de la production, et l'ingénieur sûreté radioprotection, ça s'appelait comme ça, qui était responsable de la sûreté. Et les deux étaient opérationnels, l'un sur la production, l'autre sur la sûreté. Donc il y en avait un qui n'avait que la casquette production, et l'autre qui lui disait « attention, stop ». Voilà. Et EDF a considéré que ce n'était pas optimal, ça. Il valait mieux avoir quelqu'un, peut-être de plus haut niveau, qu'on appelait un chef d'exploitation, mais qui devait, lui, incarner à la fois la production et la sûreté. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'il y avait un compromis quotidien sûreté-production qui devait être géré par une personne. Et puis, à côté de cette personne, on a mis quelqu'un qui est en support, en filière indépendante, qui, lui, devait être en contrôle de la sûreté. Donc, au lieu de faire deux fonctions opérationnelles, on a fait une fonction opérationnelle et une fonction de contrôle, sachant que la fonction opérationnelle n'était pas seulement sur la production, mais sur production plus sûreté à la fois. C'est sa responsabilité globale. Deuxième exemple, qu'on a mis en place plutôt à la fin des années 90, on a appelé ça Observatoire Sûreté, Radioprotection, Disponibilité, Environnement. C'est un mot un peu... L'idée est très simple, c'est lorsqu'on a le sentiment que dans une procédure d'exploitation, dans un processus d'exploitation, on a pris une décision un peu sensible. On a choisi, on s'est dit que là, on aurait pu aller à l'incident, on n'y est pas allé, mais quand même, on a peut-être pris un risque. Eh bien, on reconnaît qu'on a peut-être pris ce risque, et deux, on essaye de réexaminer les décisions qu'on a prises au regard des différents enjeux, sûreté, disponibilité, radioprotection, environnement, et on essaye par l'échange, par le débat, de se mettre d'accord sur est-ce qu'on a ou pas franchi des lignes blanches qu'on n'aurait pas dû franchir, et pour le futur, quels enseignements en tirer. Donc tout ça, ça date des années 90, donc cette notion de compromis, elles sont assez présentes. Bon, à l'inverse, je parlais récemment de cette notion-là, un responsable sûreté haut placé à EDF, et en disant ce serait bien si on pouvait participer à un groupe de travail sur compromis et arbitrage. Et sa réponse avait été oui, mais en sûreté, pas de compromis. Donc, ce qui veut dire qu'il refusait de rentrer dans ce discours, malgré tout ce que je viens de vous dire. Ça veut dire que quand même, c'est pas forcément toujours bien ancré dans les cultures, mais que je pense que ça progresse beaucoup. Alors, au niveau du groupe EDF, il me reste encore 5 minutes. Au niveau du groupe EDF, dans les années 2000, donc, on a admis qu'il fallait que du fait de risques multiples, contradictoires, liés à toutes les ouvertures dont on a parlé tout à l'heure, développer un système de management global des risques. Alors plutôt que vous décrire ce système et en quoi il est parfait et très performant, un système dans lequel on a du contrôle interne, de la cartographie des risques, avec un regard indépendant donné par l'audit interne, enfin c'est un système qui est assez fréquent et qui est assez... courant dans toutes les grandes entreprises. Je voudrais juste l'illustrer par un exemple et pour vous montrer en quoi c'est utile d'avoir une vision globale des risques pour gérer des compromis. L'exemple, c'est qu'on souhaite engager un programme de rénovation du parc nucléaire existant. Ce n'est pas un secret, c'est des choses dont on parle dans la presse. L'objectif, c'est maintenir le patrimoine, parce qu'on a des centrales qui vont bientôt avoir 30 ans, et donc il faut les réexaminer, réparer, remplacer, rénover. C'est une logique qu'on a appelée de grand carénage, pour prendre une image navale. Donc maintien du patrimoine industriel, amélioration de la sûreté.
parce qu'on est dans une logique d'amélioration permanente de toute façon, et que l'accident de Fukushima nous a quand même appris des choses, et que du coup, on a voulu changer la logique en matière de sûreté, en disant on prévoit tout, et face à tout ce qu'on a prévu, on met en place des lignes de défense. Mais ça, on le fait et on continue de le faire. Mais on se dit aussi, malgré tout ça, il pourrait y avoir l'impensable qui se produit, c'est-à-dire qu'on perd toutes ces lignes de défense. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous faut vraiment pour finalement, pour répondre à un objectif unique qui est que il ne faut pas contaminer de façon durable l'environnement. Le reste, après tout, si vous avez une centrale qui est définitivement au tapis, si elle n'a pas contaminé, si elle n'a pas produit d'effets négatifs à long terme sur l'environnement et les populations, l'environnement au sens large, environnement et population, eh bien c'est à peu près acceptable. Donc on s'est donné ça. Mais ça suppose quand même de faire certains travaux, à la fois sur la robustesse et sur la résilience, et enfin prolonger la durée d'exploitation, c'est ça l'objectif. Alors, logique de management des risques, c'est quoi les risques? D'abord, le premier risque, je ne vais pas trop m'appesantir dessus, mais c'est risque de finalement pas pouvoir faire parce qu'on n'a pas la capacité de financement. C'est quand même, les chiffres dont on parle, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc, sur une dizaine d'années, il faut avoir la capacité de financement. Donc, ça pose une équation financière globale pour l'entreprise, entre dépenses d'investissement d'un côté, et puis les ressources de l'autre. Les ressources, c'est le prix, le tarif d'électricité, c'est aussi la durée d'amortissement. C'est-à-dire que vous n'allez pas dépenser des dizaines de milliards d'euros s'il faut les amortir en 3 ans. Donc, il faut avoir une durée d'amortissement suffisamment longue. Ça, c'est l'équation financière. Sachant que derrière cette équation financière, quelle que soit l'hypothèse, ce sera de toute façon plus cher de remplacer. C'est-à-dire s'il fallait renouveler par n'importe quel autre système que le parc nucléaire existant, de toute façon ce serait plus cher. Et bon, en arrière-fond, le contexte politique, dans lequel le mix énergétique, la transition énergétique. Bon, donc ça c'est le premier type de risque, c'est finalement on fait ou on ne fait pas, quoi. Mais après, laissant ça de côté, on a aussi le risque de trop en faire, surspécifier, des surcoûts, et puis même, donc c'est évidemment que ça coûte plus cher si on en fait trop, mais c'est aussi risque de complexifier à outrance le système, et du coup, même on veut trop en faire pour la sûreté, et du coup on met en cause la sûreté. Et puis évidemment, risque de trop en faire, mais aussi risque de ne pas assez en faire. C'est-à-dire que finalement, on dirait, ça, écoutez, cette rénovation-là, on ne va pas la faire, on va la repousser à plus tard. Oui, mais avec pour conséquence des non-conformités, des risques de panne plus fréquentes. Donc là, on a déjà une logique de compromis évidente entre quelle est la bonne trajectoire entre trop, pas assez. Donc pour ça, on met en place des revues de programme, on recherche des marges de manœuvre pour limiter, lisser les tâches. Ça me permet de vous dire pourquoi on analyse ces risques. Ce n'est pas pour le plaisir de quantifier des risques avec des 10 moins quelque chose. Finalement, j'ai changé de métier, là, je ne suis plus dans les 10 moins quelque chose. On est dans la logique de prioriser les actions à mener pour essayer de trouver les trajectoires les mieux sécurisées. Donc là, pour ces deux exemples-là, risque de trop en faire, risque de ne pas assez en faire, eh ben, l'action à mener, c'est d'avoir une revue de décision qui permette de choisir les meilleures solutions, les meilleures décisions possibles. On a aussi un risque qui est celui de détériorer les performances en exploitation. Alors, quand EDF parle de performance en exploitation, c'est performance de sûreté, performance de produits de disponibilité, performance de radioprotection, performance environnementale. Donc c'est une performance au sens large. C'est finalement atteindre les résultats sur lesquels on s'est engagé. Alors évidemment, on risque de réduire les performances parce qu'on va augmenter les volumes de maintenance, on va augmenter les travaux, on va augmenter... donc on a des risques de dépassement de délai. Et ça va prendre plus de temps de faire tous ces travaux-là, donc on va augmenter les délais d'arrêt des tranches. Eh bien, ça nous oblige à avoir des réflexions, donc des actions sur l'organisation du travail, la planification des tâches, la logistique d'appui des chantiers. Voilà un autre exemple de management des risques. On a, je ne vais pas tous les citer, mais on a un risque de dégrader la santé et la sécurité parce qu'on va multiplier les interventions, les coactivités, les chantiers vont être les uns sur les autres et on va vouloir quand même réduire les durées. Donc ça veut dire qu'on va faire des chantiers, de plus en plus de chantiers les uns sur les autres. Donc on a ce risque de dégrader les résultats de santé-sécurité.
Eh bien, face à ça, au contraire, on s'est donné l'objectif, EDF s'est donné l'objectif de diminuer par 2 son nombre d'accidents. Donc ça veut dire qu'il va falloir renforcer de façon drastique les systèmes de management et de sécurité pour garantir cette performance-là. On ne va pas se dire c'est parce qu'on va faire beaucoup de travaux qu'on va s'autoriser des résultats sécurité moins bons. Ce n'est pas possible. Bon, et puis tout ça alors on a des risques, capacité insuffisante du tissu industriel. C'est aussi un risque majeur parce que si le tissu industriel ne répond pas aux demandes, eh bien, on ne va pas pouvoir y arriver. Donc c'est un risque d'échec de projet, ça. Donc pour ça, il faut qu'on aille chercher de nouveaux entrants, de nouveaux spécialistes de chaudronnerie, de soudeurs, etc., qui soient capables de faire les interventions qu'il faut faire. Donc on va essayer d'élargir les panels, comme on dit. Et tout ça dans un contexte de fort renouvellement des compétences, avec donc des risques de perte de savoir-faire collectif. Voilà. Et donc, ce qui est important dans la démarche de gestion globale des risques, c'est finalement qu'on va appréhender tous ces risques ensemble. On voit bien qu'ils sont contradictoires les uns avec les autres. Mais il va falloir essayer de trouver la bonne trajectoire. Et donc, c'est ça le principe. J'ai préféré vous le montrer par un exemple, mais finalement, la gestion globale des risques qu'on veut mettre en place avec les cartographies des risques, les outils de contrôle interne, etc., vise à trouver les bons compromis de façon à assurer à la fois performance, sûreté, sécurité et ensemble des contraintes auxquelles on doit faire face. Merci. Merci.